Salut, c'est Alexis et vous écoutez le podcast de Contournement sur les technologies no-code. Épisode après épisode, on part à la rencontre des personnes les plus intéressantes de cet écosystème en plein essor. Cette semaine, je reçois Maxime Corbani et Hugues Pouillot pour parler de Dashblock, l'outil d'automatisation qu'ils ont créé. Avec une vision très intéressante, vous verrez comment ils essayent de rendre plus accessible l'exécution de tâches répétitives dans un navigateur, mais aussi l'utilisation d'API. Le tout sans coder évidemment. Ils nous racontent ça tout de suite, ainsi que les dessous de cette super aventure entrepreneuriale. Allez, c'est parti. Bonjour Max et Hugues, bienvenue sur le podcast de Contournement. Donc vous êtes tous les deux cofondateurs de Dashblock, une startup qui propose un outil d'automatisation qui m'a l'air très innovant et notamment dans son ergonomie. Donc forcément, moi j'ai envie d'en savoir plus avec vous sur le produit, mais aussi un petit peu sur l'aventure entrepreneuriale qu'il y a derrière. Alors sans trop rentrer dans les détails, pour pas trop spoiler tout ce que vous allez dire, moi j'ai l'impression que Dashblock illustre vraiment pas mal ce qu'on aime appeler un peu cette révolution du no-code, parce qu'en gros, vous prenez un sujet qui est très technique, le RPA, on va expliquer après ce que c'est évidemment, en fait vous proposez un produit qui enlève plein de freins, tous les freins peut-être, pour rendre ça accessible au plus grand nombre. Plus de logiciels à installer, une interface utilisateur hyper bien designée, des prix abordables, et tout en gardant évidemment des fonctionnalités puissantes. Donc voilà, donc ça c'est un petit peu ma vision, mais je vais vous laisser évidemment nous raconter votre vision. Pour les auditeurs qui savent pas ce que c'est la RPA, on va expliquer ça tout de suite. Avant de parler vraiment plus en détail de tout ça, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus sur vous? Peut-être Hugues en premier, voilà, au hasard. Ouais. Du coup, moi je suis donc ingénieur de formation. J'ai monté une première boîte en sortie d'école qui faisait du covoiturage courte distance en Île-de-France. Et après, j'ai rejoint l'application de dating Appen pour aider sur la partie data, donc monter l'infrastructure. Et c'est là où je me suis rendu compte en fait de la quantité de données qui était disponible aussi sur Internet, ce qui était possible de faire avec des outils. Et c'est comme ça que l'idée de Dashblock en tout cas est née. Ok. Et toi, Max? Mais du coup, moi, c'est Max, cofondateur également. Ce qui est assez drôle, c'est que ingénieur, en fait, Hugues et moi, on s'est rencontrés en école. On a fait, Ouais. on a fait la même école d'ingé et du coup, ça, les prémices peut-être pas de Dashbox, mais en tout cas de notre amitié et notre partenariat ont commencé il y a une dizaine d'années. Et du coup, après l'école, moi, j'ai fait du conseil, notamment au Brésil, puis après en Europe. Et j'ai monté une première boîte qui était un cabinet de conseil qu'on a bien fait grandir. Et ensuite, il y a eu un petit, on va dire, un grand questionnement autour de qu'est-ce que c'est le conseil? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire toute ta vie? Ça, c'est vachement intéressant, mais au final, tu vends du temps quand tu fais du conseil au lieu de vendre un produit. Et du coup, c'est vrai qu'on a commencé à se remuer les ménages avec Hugues autour de si produit, lequel, comment, et du coup, Dashbox. Ok. Moi, j'aime bien connaître un peu la genèse. Qu'est-ce qui, en fait, vous vous êtes dit, vous aviez envie de monter une boîte, enfin lancer un produit, quelque chose comme ça, et après vous avez cherché l'idée, ou c'est l'inverse? Hugues, tu disais que déjà l'idée avait un petit peu germé dans ta boîte d'avant. Du coup, qu'est-ce qui s'est Ouais, en fait, c'était un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y avait un peu cette envie de créer une entreprise et en même temps de résoudre des problématiques qu'on avait déjà eues. Généralement, on parle de founder ID fit. C'est pour justement est-ce que cette idée, en fait, elle parle aux fondateurs? Et du coup, on a essayé de piocher dans nos expériences perso pour aller trouver une idée qui avait du sens pour nous, qu'on C'est connaissait marrant, bien. j'avais jamais entendu. Il y a plein de fit, Ouais, product market fit évidemment, puis après VC fit, etc. Enfin, il y a plein de. ouais. Je connaissais pas celui-là, donc je l'ajoute à ma collection. Cool. Et alors, on va creuser un peu ça, mais déjà, est-ce que vous voulez expliquer peut-être ce que c'est Dashblock en quelques phrases, ou je sais pas, comme si vous parliez à vos parents ou à mes parents, je sais pas, peut-être vos parents sont très très éduqués à la tech, mais les miens non. Donc comment vous expliquez ça? Si on devait résumer Dashblock, c'est un outil, une plateforme qui permet d'automatiser d'autres outils. Donc, c'est-à-dire qu'à la plupart du temps, quand on va être, je sais pas, qu'on soit au marketing ou qu'on soit dans une entreprise, on va utiliser des outils, que ce soit des SaaS, donc ça peut être Google Sheets, ça peut être des solutions d'emailing, Gmail,
Il y en a beaucoup des ERP. Et l'idée, c'est qu'il y a beaucoup de tâches qui sont répétitives, qui sont manuelles, dans le fait d'utiliser ces outils. Et du coup, l'objectif de Dashblock, c'est d'automatiser certaines de ces tâches qui utilisent ces outils. Et du coup, pour ça, on a créé une plateforme qui permet d'enchaîner des actions simples sur ces différents outils pour pouvoir créer des actions qui sont plus haut niveau et qu'on peut automatiser. Là, quand tu décris ça comme ça, forcément, tu vois, les gens, ça va leur faire penser à Zapier, ça va leur faire penser à Integromat, Ouais. alors qu'en fait, il y a quand même une vraie distinction. Ouais. C'est peut-être aussi justement ce terme de RPA qui existe déjà depuis quelques années, je pense. Est-ce que vous voulez justement expliquer ça, expliquer la différence peut-être En fait, en gros, c'est assez rigolo parce qu'en fonction de la taille d'entreprise dans laquelle tu vas parler d'automation, on va pas parler de la même façon d'automatiser. Typiquement, les grandes entreprises, elles vont plutôt avoir tendance à justement utiliser des tools de RPA, donc ça va être du Robotic Process Automation. Et en fait, ces outils vont avoir tendance à automatiser d'autres outils en mimiquant en fait des actions utilisateurs. Et du coup, ça va être vraiment, je vais dire à ma souris d'aller cliquer sur la cellule A3 dans Excel et de copier le texte qu'elle a pris dans ce document ou sur cette page web. Et quand tu vas venir au niveau des startups, automation, ça va être plus autour de connecter des services entre eux de façon programmatique. Donc, c'est des services qui vont proposer en fait eux-mêmes ce qu'on appelle une API, donc ou plusieurs, et qui vont en fait permettre de connecter des actions de façon sans avoir à utiliser l'interface directement en fait de machine à machine. Et nous, l'idée, c'est que en fait, on veut réunir ces deux grandes tendances en fait, parce que les boîtes qui ont le plus d'appétence à l'automation, c'est les startups. Mais finalement, elles sont familières qu'avec un seul pan de l'automatisation et pas le second. Et du coup, c'est un petit peu l'idée. Et justement, c'est intéressant de voir, parce qu'on a bien vu ça, tu vois, dans la communauté No Code France, on a fait deux lives autour de sujets. On avait fait un premier live, quelqu'un avait présenté, Panam, il avait présenté UiPath, que vous devez connaître évidemment. Ouais. Donc en mode logiciel lourd que tu dois installer que sous Windows d'ailleurs il me semble. Enfin voilà, Ouais. tu vois, un client, tu fais tes trucs, ça c'est hyper puissant, mais bon, tu vois, on voyait bien que quand même c'était pas évident à utiliser. Le pricing était aussi conséquent. Enfin, on voyait que ça s'adressait plutôt à des entreprises. Et après, on avait eu Leapwork, qui était aussi plus sur le côté testing en fait, enfin faire des tests. Et ça, on parlera un peu. Je pense que vous avez aussi un peu ce use case là. Très intéressant dans l'interface, mais pareil, tu vois, des prix, en fait, juste, il n'y avait pas de prix, quoi. C'est pas de prix parce que de toute façon, il faut que tu ailles demander un devis, etc. Donc voilà, et ça montre bien ce côté très entreprise, j'ai envie de dire, que tu évoquais. Donc ça, c'est intéressant parce que c'est un peu ce que j'avais envie de dire en intro, mais c'est vous arrivez là-dessus avec cette partie de ces fonctionnalités-là, mais une approche plus peut-être start-up ou je sais pas comment le dire, et justement proposer une autre approche à la fois visuelle. On va revenir dessus. Moi, j'aime beaucoup cette programmation par bloc. On va devoir en parler. Et puis même au niveau de votre manière de pricer tout ça. Voilà. Mais du coup, j'en arrive à ma question quand même. Est-ce que, je ne sais pas si vous préférez nous donner des use cases ou peut-être nous dire à qui vous voulez vous adresser. Parce que ça, c'est un peu... à qui vous pensiez vous adresser. Et puis, tu vois, je sais pas, un petit peu... Si on prend l'historique. Ça peut être un peu des deux. En vrai, les personnes à qui on s'adresse à l'heure actuelle, effectivement, c'est principalement ça va être des startups qui sont dans la tech, mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi d'autres entreprises. Et effectivement, par rapport à ce que tu disais, en fait, on est un peu entre les deux. Tu parlais de Zapier et du UiPath, et je pense qu'on se situe entre les deux. C'est-à-dire que un Zapier est particulièrement adapté pour automatiser des tâches simples avec des interfaces programmatiques, et UiPath est particulièrement adapté pour automatiser le navigateur et de manière plus générale l'ordinateur ou Windows, comme tu l'as dit. Et du coup, nous, l'objectif, c'est d'automatiser le navigateur et en même temps aussi les services qui sont proposés avec des pricing qui sont abordables pour des startups. Et dans les use cases, effectivement, il y en a pas mal qu'on peut faire, puisque du coup, comme on a accès à un navigateur, tous les services qui sont sur Internet, il y a autant de use cases presque que de sites web. Et du coup, l'idée, c'est on peut
enrichir des CRM, par exemple, avec des informations qu'on peut trouver sur Internet. On est capable automatiquement enrichir des spreadsheets avec des données de sites web, mais on est aussi capable de remplir des formulaires automatiquement. On est capable de récupérer, de faire des reportings sur différents services. Donc typiquement, si jamais il y a des données qui sont un peu disparates sur Internet, on est capable d'agréger tout ça sur une spreadsheet automatiquement tous les jours pour avoir des reportings. Donc ça, c'est parmi les nombreux use cases qu'on peut faire avec Dashblock. Ouais. Et à des prix qui sont abordables. Votre outil, on reviendra un petit peu sur la question du pricing un peu plus tard pour expliquer ça, mais votre outil, ce qu'il faut préciser, c'est que donc il est complètement dans le cloud, il n'y a rien à installer. Ouais. En fait, ça donne accès à un espèce de robot qui va automatiser des actions dans le navigateur, quoi. Ouais, exactement. Est-ce que, et ça c'est l'exercice pas facile dans un podcast, est-ce que vous voulez expliquer un peu comment ça fonctionne, tu vois? Genre moi, je m'inscris et je veux, admettons, automatiser, je sais pas, aller chercher une information de quelqu'un sur LinkedIn, tu vois, et pour le mettre, je sais pas, dans un fichier Excel, par exemple, quoi. Est-ce que tu veux essayer d'expliquer un peu, on n'a pas la vidéo, donc là c'est un exercice, tu vois, pour voir à quel point vous maîtrisez bien votre interface. Mais voilà, évidemment, j'inviterai les gens à tester le produit et tout, mais voilà, si j'aime bien cet exercice, tu vois, voir comment vous expliquez ça, quoi. Ben, en fait, quand tu vas créer ton compte, tu vas pouvoir avoir accès directement à deux en fait parties distinctes du produit. Tu vas avoir d'un côté un store où tu as des robots qui sont prêts à l'emploi. Donc c'est un peu l'idée, c'est de dire bah si tu arrives sur Dashblock et que soit tu veux savoir ce qu'on peut faire, soit tu as une idée en particulier parce que quelqu'un t'a dit ce qu'il faisait et que du coup a priori c'est quelque chose que tu as déjà entendu et qui commence un peu à résonner. Quand tu viens, tu as des robots qui sont prêts à l'emploi et qui vont pouvoir faire certaines tâches. Et typiquement, tu parlais de LinkedIn. Aujourd'hui, c'est un use case qui est devenu assez banal. Je pense notamment à pas mal de boîtes qui proposent des use cases autour de LinkedIn. Le problème, c'est que t'as pas forcément de profondeur d'intégration en fait de ces automatisations. C'est-à-dire qu'aller automatiser une connection request avec quelqu'un, c'est relativement simple. Le problème, c'est que récupérer en fait cette personne, soit sur un autre site, soit depuis ton CRM, l'enrichir ou mettre une logique en fonction de son background, son boîte, etc. et aller se connecter avec elle et ensuite générer une action ou une autre pour lui envoyer un mail ou par exemple en fonction de d'autres paramètres. Mais ça, c'est un peu plus compliqué et c'est des choses qui n'existent pas. Et du coup, en fait, ce que tu peux faire avec Dashblock, c'est soit créer tes propres robots à partir de blocs bas niveau en disant ouvre cette page web, clique sur ce bouton, remplis ce formulaire, sign up, crée un compte, log-toi à mon compte, etc. Soit tu peux utiliser des apps qui vont être un peu plus haut niveau que nous on construit, soit avec des partenaires. C'est le cas par exemple pour les CRM, pour les tools d'envoi d'emails automatiques, d'enrichissement d'emails, etc. Soit avec des sites qui n'ont pas en fait d'API du coup, et on va en fait utiliser nos navigateurs pour automatiser des actions de façon haut niveau. C'est-à-dire qu'au lieu de dire par exemple, va sur LinkedIn, login, va sur cette page, clique sur ce bouton, envoie un message pour demander une connexion. Tu vas avoir un bloc qui va dire request connection. Et en fait, ça va effectuer tout ça juste en droppant en fait un petit bloc qui va dire quel est en fait le profil auquel tu veux te connecter, c'est quoi le message, et en fait ça va jouer le flow tout entier pour toi. Et du coup, tu as un peu ces deux approches. Tu as les robots tout prêts à l'emploi, où tu as le fait, si tu veux faire quelque chose de vraiment custom, parce que certaines personnes automatisent leur propre site, parce que finalement elles sont un petit peu, je sais pas, on a des clients qui ont leur site qui est géré par une agence, etc. Et par exemple, il y a certaines choses qu'elles peuvent pas faire ou qu'elles font manuellement sur leur site. Tu vas pouvoir créer ton propre robot qui va faire les actions que tu souhaites, quand tu les souhaites et comme tu les souhaites. D'ailleurs, ça peut être un use case qu'on peut aussi rajouter, je pense que tu as pas dit tout à l'heure, c'est le côté tester son site. Quand on fait un produit, par exemple, admettons, moi je fais une marketplace avec Bubble, par exemple, mais en fait la technologie sous-jacente, ça vous change rien du tout. Et je veux vérifier, par exemple, tous les jours, parce que moi je mets en prod plusieurs fois par jour, parce que je suis un maker, etc. Tous les jours, je veux vérifier que on peut toujours se loguer, quoi.
Parce que ça arrive qu'on puisse casser son truc quand on est dans son tunnel là, en train d'ajouter des features, des fois on en casse d'autres. Et donc moi tous les jours par exemple je voudrais se loguer, donc ça c'est typiquement une action manuelle, il faut ouvrir un navigateur, rentrer un login, un mot de passe que j'ai défini, que je sais être bon par exemple, et puis appuyer sur le bouton entrée et être sûr que ça a bien chargé quelque chose quoi. Et donc ça typiquement c'est quelque chose qu'on peut faire avec Dashblock. Ouais, complètement. Et du coup, on peut même recevoir une notification sur Slack ou sur sa messagerie instantanée si jamais ça passe pas, quoi. Et du coup, c'est là en fait justement l'intérêt, c'est on peut à la fois tester et en même temps être intégré sur les différents composants. Et c'est justement ça qu'il y a dans votre donc c'est pour les gens qui ont donc c'est vraiment ce truc de bloc. C'est vraiment des blocs comme il y a dans Scratch, pour les gens qui connaissent peut-être. Je ne sais pas si vous connaissez Tunkable, c'est un outil qui permet de faire des applis mobiles, qui se base aussi là-dessus. Donc il y a plusieurs outils qui ont ce paradigme. Moi, je trouve hyper intéressant parce que il représente vraiment visuellement la programmation, quoi. Ouais. Et donc vous proposez par exemple de faire des si. Donc if, par exemple si le robot s'est bien connecté, eh bien j'envoie pas de message par exemple, et si il s'est pas bien connecté par exemple j'envoie un message. Donc il y a vraiment toute cette logique. Et est-ce que vous avez imaginé, ou est-ce que vous avez déjà des clients qui font vraiment des comme des petits programmes quoi, vraiment où ils imbriquent plusieurs comme ça conditions, voire faire des boucles, des choses comme ça? Ouais, on a des clients qui nous surprennent sur notre interface. C'est vrai qu'on a mis en place toute une logique. Donc c'est vraiment un langage de programmation visuelle. C'est-à-dire qu'on a les boucles, on a des if, on peut effectuer des actions si certaines conditions sont déjà remplies. On peut même coder directement sur l'interface. Donc c'est-à-dire qu'on peut aller aussi loin qu'on veut en termes de logique. Et effectivement, il y a certains utilisateurs qui utilisent la plateforme. Je dirais pas à ses limites, mais qui vont très très loin en tout cas dans les use cases et qui mettent des quarantaines, des cinquantaines de blocs. Et du coup, à ce point. Ouais, non, ça peut aller assez loin. Et du coup, l'objectif pour nous aussi, c'est de reprendre en fait les mêmes principes que le code, c'est-à-dire être capable d'imbriquer des fonctions ou des actions dans d'autres actions pour pouvoir justement remonter en niveau d'abstraction et que finalement les actions soient simples à lire et à utiliser. Et du coup, effectivement, on reprend pour ça complètement les principes du code, de la programmation. Est-ce que tu as des exemples peut-être de clients de ce qu'ils font justement dans ces grands flows d'action, ou est-ce que tu as sans forcément les nommer, ou si tu veux les nommer, mais ou tu vois en tout cas ce qu'ils font avec quoi. On a un client qui crée des contrats d'énergie automatiquement. Donc c'est-à-dire qu'il est capable de détecter quel est le contrat d'énergie qui est le plus intéressant pour son client. Et du coup, en fonction de ça, il est capable de créer le contrat automatiquement et de faire le changement de contrat basé sur des conditions qu'il a définies chez lui. Ok. Et donc par exemple, c'est comme un comparateur. Je sais pas. Il peut. Si un client, je sais pas, j'imagine bien le use case des comparateurs d'assurance, des trucs comme ça, ou d'énergie. Parce que là, carrément, il peut aller pas juste comparer et puis dire aux gens, allez acheter chez Enercop ou je sais pas où, mais vraiment faire l'action manuelle où évidemment, il n'y a pas d'API ni rien qui permette de faire ça, quoi. Exactement, ouais. C'est souvent, évidemment, il n'y a pas de raison que ce soit évident d'ailleurs, mais. Alors, certains comparateurs, certains fournisseurs d'énergie proposent des API, mais la plupart n'en ont pas. Et, parce que c'est vraiment, ça peut être un peu technique de créer une API. Et effectivement, le problème des comparateurs, c'est souvent en fait qu'ils s'arrêtent à l'agrégation des offres et qu'après ils sont redirigés sur les différents sites. Et là, ce client justement va jusqu'à la création du contrat automatique. Et du coup, c'est un flow qui passe sur une dizaine de pages, qui renseigne toutes les informations de l'utilisateur et qui vérifie à chaque. Donc, c'est un mix en plus de testing et de remplissage de formulaire, parce qu'à chaque étape, en fait, il vérifie que les informations qui sont présentées sur le site sont bien ce qu'il attendait. Et donc, il y a toute cette logique qui est assez sophistiquée, qu'il a mise en place lui-même, et qui est assez intéressante. Ok, c'est hyper intéressant. Est-ce que tu as d'autres exemples? Est-ce que tu as des exemples qui vous ont des usages que vous aviez pas prévus, tu vois, des trucs inattendus, je sais pas. Ouais. Quand on a lancé la toute première version, de Dashblock, on avait au Danemark, on avait quelqu'un qui monitorait des courses de pigeons sur la plateforme.
Je savais même pas que ça existait, mais il y a des courses de pigeons et les résultats sont disponibles sur Internet. Et du coup, il récupérait les informations quotidiennement pour savoir où en étaient les pigeons sur lesquels il avait misé. Et donc, ouais, non, ça nous a un petit peu surpris. Ok, ouais, c'est drôle, ouais, c'est clair, comme tu dis, à différents niveaux. Ouais. Et du Ouais, coup, c'est ça. il récupérait les résultats des courses. Enfin, c'était. Ouais, les classements, Ouais. en fait, en temps réel. Et Ok. Et c'est marrant parce que ça, du coup, c'est un usage. Est-ce que vous, c'est un usage. Enfin, le côté scrapping, qui est, j'imagine, c'est quand même aussi un usage qui paraît un peu évident. Est-ce que. Enfin, il y a aussi déjà pas mal de solutions. Vous, par rapport à ça, est-ce que ça vous intéresse que les gens utilisent Dashblock pour faire du scrapping? Est-ce que. Ou est-ce que c'est pas forcément l'objectif? Je sais pas. Enfin. en Je gros, pense qu'il y a... Vas-y. mais je pense que la limite, elle est aussi dans comment tu scales. Ouais. Parce que tu vois, si c'est vraiment, je veux, entre guillemets, récupérer toutes les données d'un site et bah déjà, enfin, en termes de pricing, ça va être un petit peu compliqué en utilisant Dashbox. Enfin, je pense que tu auras tout intérêt à utiliser d'autres tools. Ouais. Après, enfin, la question, c'est aussi qu'est-ce que le scrapping, quoi. Ouais. Ouais, Parce c'est que Oui, ça. dans Je une pense qu'il y a... certaine beaucoup de mesure, polémiques récupérer autour, des données. Ouais. il y a beaucoup de polémiques autour du scrapping, mais enfin, finalement, si t'es logué, est-ce que c'est tes données? Si t'es pas logué, mais que c'est des faits, enfin, est-ce que ça appartient au site? Est-ce que je pense qu'il faut aussi se relâcher par rapport à cette polémique, parce qu'à la fin, enfin, si tu peux le faire manuellement, enfin, tu peux l'automatiser gentiment et finalement, tu vas pas récupérer toute la base de données de LinkedIn ou de je ne sais qui. C'est juste que au lieu de perdre une heure à le faire, bah, tu vas avoir ton robot qui va le faire pour toi et Ouais. qui, Ouais. avec ton aval, et s'il a besoin d'informations, il va te contacter pendant qu'il travaille. Du coup, c'est pas non plus un robot destructeur. C'est plus Ouais. un robot assistant qui va te permettre de te concentrer sur les tâches qui ont besoin en fait de ton cerveau pour apporter une valeur supérieure plutôt que cliquer sur les bons boutons. Ouais, ça, c'est un peu vraiment d'ailleurs le nœud vraiment de l'automatisation, un peu l'enjeu, je trouve, par rapport à tout ça, quoi. Laisser les robots faire des choses qu'on n'a pas besoin de faire, qu'on ferait, enfin, qui peuvent être chiantes, ou qui peuvent être, où on peut faire des erreurs aussi. Ça, c'est un truc qui est intéressant quand même, c'est que le robot en général, il se trompe pas, il fait toujours bien les bons copier-coller aux bons endroits, dans les bonnes cellules. En plus, c'est vrai que par rapport à ce truc du scrapping, je veux dire, avant, de toute façon, les gens, ils prenaient 10 personnes à Madagascar ou en Inde ou je sais pas où, et puis ils les faisaient copier-coller des trucs aussi toute la journée, c'était un peu pareil, quoi. Donc là, juste proposer des moyens automatisés. Mais je pense que pour reprendre ce que tu dis, je pense que c'est un peu dommage aussi, on passe un peu à côté de l'intérêt et de la puissance de ce que vous proposez en utilisant juste pour aller récupérer des données, quoi, dans une certaine mesure. Ouais. Ouais, je pense qu'en fait, pour moi, il y a des limites en fait au scrapping. Il y a différents types de scrapping, et je pense que les limites que nous, en tout cas, on s'est imposé, c'est d'être respectueux des sites sur lesquels on va. Donc on fait pas d'attaque DDoS ou ce genre de choses. Bien sûr. Et les copyrights. Donc être capable en fait aussi parce que l'intégralité d'une base de données est copyrightée. Et du coup, il y a des limites légales au scrapping qu'on respecte en tout cas sur la plateforme. Et comment vous faites, juste par curiosité, pour essayer de respecter ça, quoi? Enfin, déjà, il y a un principe, c'est que s'il y a une API disponible, ben, on va plutôt avoir tendance à utiliser l'API. D'accord, ouais. Et typiquement, on a et ça, c'est assez drôle parce que il y a pas mal de clients ou de users qui vont venir et qui vont te contacter, qui vont faire un robot, qui vont être super contents, qui vont te dire, regarde, j'ai fait un petit robot, ça marche, j'ai une petite question là, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, comment je peux faire ci, faire ça. Et là, tu regardes ce truc, tu tapes le nom du site dans Google, tu dis, ouais, mais il y a une API de dispo, enfin, tu veux pas faire la même chose en quelques millisecondes. Et du coup, bah, alors soit la personne ne sait pas ce que c'est qu'une API, et du coup, bah, tu lui expliques et tu la mets en place, et en fait, ça marche beaucoup mieux, c'est beaucoup plus rapide. Soit la personne est même limite, enfin, tech, et c'est juste qu'elle va penser automatisation, enfin, de l'interface, avant même de penser qu'éventuellement ce site a pu mettre une solution bah, pour permettre de faire ces actions-là bah, de façon programmatique. Et c'est vrai qu'il y a un côté éducation aussi, on se rend compte avec Hugues et l'équipe tout entière, c'est il y a pas mal de clients finalement qui ils vont vouloir des données. Il y a des API qui existent, mais comme elles sont pas dans Zapier, parce qu'ils ont beaucoup d'intégration, mais ils ont pas non plus tout, Bien sûr. elles sont pas dans Zapier ou elles sont pas sur Integromat ou ailleurs, bah, ils vont se dire que ça n'existe pas. Et en fait, bah, en quelques secondes, parce on a des blocs aussi pour faire des calls API, et de façon très simple. Et en quelques secondes, voire 1 ou 2 jours, s'il faut qu'on monte une app,
bah, la personne, elle utilise le service, mais plus dans une approche partnership, parce qu'elle utilise les moyens qu'elle met à disposition bah, pour l'automatiser. Et après, si ces API n'existent pas, bah, tu passes par l'interface. Ouais. Ouais, non, mais c'est intéressant, mais c'est vrai que les gens qui sont pas tech, déjà, ils ont pas forcément ce réflexe. Mais nous, on se fait le même constat hein, sur vraiment cette éducation à faire autour des API. C'est vraiment un sujet. Plus on en parle beaucoup, mais enfin, le monde en parle beaucoup. Et en même temps, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas ce que c'est, etc. Donc, enfin, nous, un jour, on va faire une petite formation dessus. J'ai commencé déjà à travailler dessus pour essayer vraiment de vulgariser ça, permettre aux gens de se saisir. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a pas mal de choses sous-jacentes, quoi. C'est-à-dire il y a le côté protocole réseau, un peu les échanges entre le client et le serveur. Il y a le JSON qui est vraiment qui est compliqué à appréhender pour les gens. Mais en fait, après, une fois que tu as passé ces 2-3 étapes, bah après, justement, et après, c'est la question de l'outil. Comment tu fais tes appels d'API, quoi? Comment tu fais? Et c'est là où c'est intéressant, je trouve que ce que vous proposez. Juste, enfin, pour illustrer un peu ce que tu dis, moi ce matin j'ai fait quelques tests sur Dashblock et donc moi en ce moment je regarde beaucoup les NFT comme beaucoup de gens, donc je regarde des OpenSea, etc. Il y a une API et donc en fait avec l'API évidemment j'ai pu récupérer des informations très vite, par exemple sur une collection. Par contre, quand j'ai essayé de me connecter via le navigateur pour aller bah là du coup il y avait ça a fait une erreur parce que OpenSea se protège, j'imagine aussi des appels comme ça, je sais pas trop comment, enfin c'est Cloudflare en fait qui les aide là-dedans. Et donc c'est marrant parce que de toute façon j'avais toutes les informations dans l'API, donc j'avais pas de raison d'aller essayer automatiser quelque chose dessus. Enfin sauf si j'avais voulu peut-être essayer d'acheter, mais bon là on rentre dans des trucs, de toute façon il faudrait connecter son wallet, enfin bon, bref c'est complètement C'est mais compliqué, ouais. ouais, voilà. Et puis c'est pas ouais, je pense qu'après il y a vraiment des problèmes de sécurité potentiels, mais enfin c'est vraiment intéressant cette dualité. Et je pense que c'est un bon message à faire passer, c'est-à-dire que regardez d'abord s'il y a une API disponible, et ensuite sinon bah automatiser manuellement. Et Par tu vois, contre ouais, vas-y ouais, vas-y. j'allais rebondir sur ce que tu parlais de Cloudflare et des protections en fait, et je pense que ça illustre bien ce que Hugues disait aussi, c'est on fait beaucoup plus d'efforts pour s'intégrer avec des services que pour contourner en fait des Mhm. protections. C'est-à-dire que bah t'as pas mal de services qui vont te dire qu'ils vont pouvoir automatiser la terre entière. Après, est-ce qu'ils le font, ils le font pas, ça c'est une autre discussion, mais en tout cas nous on investit notre énergie à créer plutôt en fait des connexions entre les services, bah, soit qui l'autorisent, soit qui ont déjà des API disponibles, plutôt qu'à essayer de contourner des protections qui sont mises en place par certains sites. Parce que finalement, bah, comme tu le dis, la plupart du temps, ils ont une API qui peut être payante, mais ça après, on pourrait y revenir, mais c'est quelque chose qu'on propose aussi, c'est qu'on wrap les services pour pas que tu aies à créer 18 000 comptes. En fait, tu peux utiliser des crédits Dashblock pour utiliser des services tiers. Ok. Et, Ou ça passe par bah vas-y, enfin si tu peux expliquer ça, en fait, c'est typiquement, intéressant. si tu veux enrichir des emails, si tu veux, je sais pas si OpenSea, je pense que leur API, elle est gratuite, mais si tu veux, si tu as des actions, en fait, que tu vas faire de façon ponctuelle et que t'as pas forcément envie de créer des comptes, bah, en fait, on permet de payer ces services via les crédits Dashblock. Parce que mais ça revient un petit peu à ce que disait Hugues, c'est que je pense que quand tu as un founder fit par rapport à ton idée, bah, déjà, tu vas utiliser ton produit. Et en utilisant ton produit, tu vas te dire, ah, ce serait vraiment cool si je pouvais faire. Ah, ce serait vraiment cool. Et les clients vont te remonter d'autres idées. Et tu vas te dire, ah ouais, il a raison, carrément, fais voir, je vais tester son use case, tu essaies de te mettre à sa place. Ah oui, effectivement, là, bah, là ça me casse la tête d'aller créer un compte. Mhm. Typiquement, Google Maps. Ouais, On c'est parlait, un très bon exemple. Ouais. C'est on assez pénible. De parlait toute de façon, tous les Patrick. services Google, c'est devenu pénible de créer. Ouais, et puis tu mets Google Maps dans Google, tu trouves des dizaines de services qui vont scraper Google Maps, alors que tu as une API qui est super clean, qui est archi rapide. C'est juste que trouver le bon token dans GCP, c'est un petit peu relou. Mhm. Intégrer l'API, c'est un peu relou. Mais en fait, pour limite moins cher, en utilisant la voie officielle et beaucoup plus rapide avec des données beaucoup plus propres, bah, tu vas repartir beaucoup plus satisfait finalement, et Google aussi, parce que tu leur apportes du business aussi, tu travailles avec eux. Et il faut juste, en fait, offrir la facilité d'usage au user et lui dire, bah, au lieu d'utiliser un tool qui scrape et qui va te remonter des données un peu bancales, il va falloir que tu dises exactement, que toi-même tu te casses la tête à faire magique. Là, tu vas donner un périmètre, une région, une ville, et il va te sortir, bah, je sais pas si tu veux tous les restaurants, il va te sortir tous les restaurants. Il y a une partie de l'argent que tu vas payer à Dashboard qui sera reversé à Google. C'est normal. Enfin, Mhm. comme tout le monde, personne ne Mais travaille c'est pas. transparent. Et c'est C'est-à-dire que complètement. moi, j'ai rien à faire avec mon compte Dashblock, je peux accéder à ça. Et vous, à la fin du mois, vous faites la somme. Enfin, c'est Google qui le fait pour vous. Il vous dit combien vous devez par rapport à tout ce que vous avez. Ouais, ça c'est hyper intéressant. Effectivement, ça c'est un vrai service rendu.
Mais tu vois, Ok. c'est à force de discussion et finalement d'évangélisation un petit peu, parce que tu te rends compte que les gens vont plus avoir tendance à penser, ah, mais je peux automatiser le site, je peux faire ci, je peux faire ça. Et en fait, oui, tu peux, mais est-ce que tu as vraiment intérêt à le faire? Non, parce que finalement, ton automatisation, elle va te prendre beaucoup plus de temps que le temps qu'elle va t'économiser. Hmm. Alors que tu as une app qui va le faire et en quelques millisecondes, tu auras toutes tes données et, euh, et puis tout le monde est content. C'est un bon point parce que tu vois, on dit souvent c'est bien de pas réinventer la roue, tu vois. On se dit tout ça, même quand t'es dev, tu vois, c'est utiliser plutôt des frameworks, tout recoder tout le temps, etc. Et en fait, c'est marrant parce qu'on se rend compte que même dans le no-code, enfin dans tout, même des gens qui sont pas techniques, des fois, les outils très flexibles, en fait, ils vont leur donner l'opportunité de réinventer la roue, tu vois. C'est vraiment, c'est un bon exemple, tu vois. C'est-à-dire que vous, on peut aller programmer tous les clics, etc. Réinventer vraiment en fait le travail que fait l'API en une action plus efficace, moins coûteuse, etc. quoi. Ouais, effectivement. Et en fait, c'est pour ça qu'on a eu cette idée en fait de mélanger API et scrapping ou automatisation de navigateur sous une même en fait plateforme pour en fait justement parce que la personne en fait qui a eu l'idée en fait d'utiliser Google Maps va aller dans le store et va se dire j'aimerais bien utiliser Google Maps. Mais peu importe en fait derrière si c'est du scrapping ou si c'est une API, ce qu'elle veut c'est les données. Et du coup Mm. c'est à nous justement de proposer en fait derrière la meilleure manière en fait ou la meilleure implémentation pour récupérer en fait ou pour faire cette action. C'est intéressant Et parce que très franchement, là en préparant un petit peu et tout, tu vois, je me posais la question, justement le fait d'essayer de faire les deux, ce que vous proposez, ce que tu viens de dire là, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu dommage parce que quand tu fais deux choses en même temps, bah peut-être tu fais un peu moins bien l'un et l'autre, tu vois, que bah, d'autres plateformes, tu vois, justement, tu vois, le fait de se mettre un peu entre les Zapier et UiPath, et en même temps, là maintenant, avec ce que vous expliquez là, c'est complètement cohérent, quoi. Tu vois, enfin franchement, là, je vois vraiment bien la vision, quoi. Et Est-ce puis que c'est quelque l'idée, chose que vous aviez déjà dès le début? ouais, Enfin, ouais, on était beaucoup plus web au début qu'API. ouais. Mais en Mm. fait, on s'est rendu compte, et c'était d'ailleurs pendant Y Combinator, il y avait un des partenaires qui nous disait, en fait, si vous faites que du web et que vous faites complètement fi de l'impact sur les sites, vous allez avoir un blocage au niveau de la croissance parce que vous n'allez pas forcément vous faire que des amis. hmm. Et c'est pour ça qu'on a commencé en fait cette discussion proactive avec les sites en disant, bah, on a des gens qui veulent faire ça. Est-ce que vous avez une solution pour le faire? Est-ce qu'on passe par l'interface? Est-ce qu'on peut travailler ensemble pour offrir une solution via Dashblock? Et ça a vachement influencé le produit. Et ça, je pense que Iggy peut, il peut en parler pendant des heures. C'est que l'idée, c'est que tu peux connecter ton service à Dashblock sans que les clients, en fait, accèdent à tous les credentials, etc., qui vont être échangés entre Dashblock et le service pour finalement offrir des actions haut niveau via une app dans Dashblock et plutôt que la personne aille construire son robot, etc. Et il y a tout cette idée, je pense elle a mûri avec le temps, de dire, bah, en fait, on permet de faire les deux, mais on peut être aussi acteur d'une transition, en fait, s'il y a vraiment un usage d'automation, bah, une transition vers du programmatique. Et après, c'est à voir, est-ce qu'un jour on accompagne les sites dans cette transition ou pas, on n'y est pas encore. Mais effectivement, Mais ouais, être capable de proposer son API sur un store en fait, et du coup qu'on gère la distribution et justement la partie paiement. Je pense que ça aide énormément en tout cas les sites. C'est un peu la proposition de valeur de Rapid API, d'autres services comme ça. Et je pense que on Absolument. essaie de se positionner en fait un peu en intermédiaire entre justement UiPath, Zapier, et Rapid Hmm. API, parce que pour nous les API en elles-mêmes n'ont pas forcément de valeur. Enfin, elles ont de la valeur pour une population tech, mais pour une population non tech, une API seule est un peu sans valeur. Elle a la valeur à partir du moment où elle est intégrée, où on peut sortir les données sur Google Sheet, où on peut les intégrer en fait sur un CRM ou sur d'autres services. Et du coup, c'est ça justement l'intérêt à Dashblock. Ouais, parce que enfin, j'avais déjà testé une fois Rapid API, mais c'est un peu juste, entre guillemets, un espèce de catalogue, un peu de plus haut niveau, mais qui fournit pas l'outil pour exploiter les API, quoi, et le exactement. contexte, finalement. Exactement. Et là, tu reviens un peu sur tu sais, la fameuse citation de Steve Jobs qui dit t'as plusieurs produits qui sont plutôt des features plus que des produits. Alors après, on va pas dire que UiPath c'est une feature ou Zapier ou RapidAPI, mais quand tu prends un peu de recul, en fait, tu te rends compte que tu as cette espèce de d'écosystème en fait tripartite
qui sont super complémentaires. C'est-à-dire comment je découvre en fait des services et je les utilise sans me casser la tête à créer un compte, récupérer mon API key, me loguer, me truc, mon machin, mettre ma carte dans 18 services différents. Comment je les découvre, comment je les utilise. Et en fait, finalement, s'il y a une API, comment j'utilise cette API. S'il n'y a pas d'API, comment j'utilise l'interface via un browser. En fait, tout va ensemble. Et finalement, c'est un peu l'idée qu'on a, c'est de se dire, on aimerait bien être le one-stop, tu vois, automation platform où tu viens, tu mets tes services que tu as besoin, tu les connectes, tu mets tes petits blocs, ta petite logique. Parce que ça, c'est quelque chose que nous, en tant que gros utilisateurs de Zapier, Integromat, etc., on l'est de moins en moins parce que forcément, comme disait Hugues, encore une fois, il y a le fit avec le produit et du coup, on utilise beaucoup plus Dashblock que n'importe quel produit. Et c'est normal parce que si nous-mêmes, on n'utilise pas notre produit, qui l'utiliserait? Et pourquoi, en tout cas, les gens l'utiliseraient? Et l'idée, c'est de derrière, permettre en fait de très simplement découvrir, connecter et déployer. Super Et intéressant. bientôt, et demain distribuer, ouais, c'est vraiment... Ouais. Non, mais c'est vraiment intéressant de voir la vision, tu vois. C'est pour ça que j'aime bien pouvoir avoir la chance d'échanger. Et merci encore de prendre ce temps, parce que on voit bien au-delà aussi de ce qu'on voit à un moment donné du produit, quoi. On va revenir un petit peu sur la manière dont vous utilisez vous-même Dashblock, parce que ça m'intéresse. Mais juste une petite aparté, parce que tu as mentionné Y Combinator, et d'ailleurs tu as même le hoodie, je vois, bon les gens ne le voient pas, mais tu portes fièrement. Qu'est-ce que ça vous a apporté? Enfin, je sais pas s'il y a tu vois, si vous voulez dire deux mots là-dessus. Moi, je trouve que ça, c'est quand même un endroit un peu légendaire, j'ai envie de dire, dans les startups. Est-ce que vous avez pu aller là-bas? Enfin, vous l'avez fait à quel moment? Ou c'était à distance aussi? On était ouais, parmi les derniers batchs à pouvoir le faire en physique. Et du coup, on était là-bas pendant 6 mois. On a fait 3 mois d'incubation, d'accélération, et après on est resté 3 mois là-bas pour discuter, enfin pour continuer, pour profiter un peu de l'écosystème aussi. Ça nous a apporté énormément de choses. Enfin, c'est vrai que l'écosystème de Y Combinator est assez incroyable. C'est-à-dire qu'il y a des partenaires qui ont une expérience en entrepreneuriat qui est assez dingue et qui justement font profiter en fait de ces conseils. On a des startups qui sont dans notre batch qui sont toutes genre excellentes et qui ont elles-mêmes des conseils à nous donner parce qu'elles viennent en fait de différents secteurs, etc. Et c'est vrai qu'on a vraiment l'impression en fait d'être je trouve que pour moi, Y Combinator, crée le futur du web et le fait de faire partie de cette communauté, c'est un privilège qui était assez incroyable et qu'on a adoré. Je pense pour résumer ça, t'as un entrepreneur français qui est passé par YC aussi et qui nous avait dit, je crois que on était encore en train de faire l'application, enfin la candidature. La demande, quoi. Enfin, la candidature, voilà, le bon mot français. Ouais, c'est ça. Un peu compliqué. Et ce qu'il nous disait, c'est, les mecs, c'est simple. Moi, avant YC, j'étais un puceau. Et je pense que, en vrai, avec le recul, pour moi, c'est la meilleure punchline sur YC. C'est vraiment ça. Enfin, t'as beau avoir monté 1, 2 boîtes, 3 boîtes, whatever. En fait, les mecs, ils envoient tellement les partenaires et ils ont cette capacité en plus à théoriser un petit peu tout, tu vois, et tout ce qui va permettre en fait à une boîte de se développer, de grandir et de trouver au début sa niche et puis ensuite de continuer de grandir. Ouais, ils sont juste incroyables. Est-ce que ça vous a aidé aussi peut-être à trouver d'autres? J'ai l'impression que ça c'est un truc qui est fort entre les gens qui sont dans votre batch et puis peut-être les alumni aussi, les premiers autres outils avec lesquels s'interfacer ou faire des choses comme ça. Enfin, j'ai l'impression que dans la liste que j'ai vue, j'ai vu Brex par exemple, ils ont fait YC, non? Ouais. C'est un petit peu avant nous. Ouais, je me suis posé la question parce que c'est un outil, on connaît pas du tout en France. Brex, ça permet de faire des cartes bancaires, il me semble. Mais du coup, je me suis posé la question, tu vois, pourquoi vous êtes allé faire une connexion avec eux, etc., quoi. C'est un peu ce que disait Hugues, c'est qu'en fait, t'as l'écosystème et t'as les alumni et t'as un espèce t'as une communauté, en fait, qui est très forte. Et finalement, comment, toi, en tant que Dashblock, tu vas aller créer un partenariat avec une boîte qui vaut plusieurs dizaines de milliards. C'est un peu compliqué, sauf quand c'est des boîtes ici, parce que finalement, soit eux, ils ont vu que tu permettais de connecter des API, soit toi, tu as vu que c'est une API qui pouvait apporter de la valeur à tes clients. Et en fait, la discussion, elle se crée en un claquement de doigts et en quelques jours, c'est live, quoi. Ouais, ça c'est extraordinaire. J'imagine le fait d'avoir un peu, c'est comme le badge, d'être passé par YC, t'ouvre les portes de tous les autres gens. Enfin, et au moins la discussion, j'imagine, avec tous les gens qui sont passés par là, quoi.
Ouais, non, en tout cas, ça permet de commencer une discussion. Et après, effectivement, ça fait pas tout, mais en tout cas, Bien ça sûr. facilite énormément les choses. Ouais. Ah non, c'est cool. Non, super intéressant. Merci pour ce petit retour d'expérience. Ça permet aussi d'un petit peu de voyager, de s'imaginer à San Francisco. Donc Ouais, c'est cool. un truc, je pense qu'il y a des entrepreneurs qui commencent, et c'est ce qu'on se disait avec lui, que c'est un message, que tu sois pris ou pas, le dossier de candidature, il vaut vraiment la peine de le faire. Ça t'apportera pas forcément énormément de valeur au moment où tu vas le faire, ça va t'en apporter beaucoup, mais ça va t'en apporter énormément sur le long terme, parce que dès le début, de réussir à cadrer à qui tu vas créer de la valeur, pourquoi, comment, pourquoi ces gens-là utiliseraient ton service plutôt que d'autres services, d'ailleurs lesquels, etc. Il est tricky à faire le dossier, si tu le fais bien. Il peut prendre du temps. Nous, après, dans notre batch, on avait des boîtes qui l'avaient fait en une demi-heure. En mode, j'avais pas le Ouais. temps. Ouais, il y a des boîtes qui sont déjà en croissance explosive et les mecs, ils torchent le truc et en fait, les chiffres parlent d'eux-mêmes parce qu'ils sont en train d'exploser. Mm. Et puis, ils sont pris. Mais la plupart des gens s'appliquent à le faire, ça prend du temps. Faites-le en journée, en soirée, en nuit, comme vous pouvez, mais le dossier apporte vraiment de la valeur à toi en tant que founder, à te dire qu'est-ce que je fais, pourquoi je le fais et comment je le fais. C'est Ouais, ça t'invite à poser les bonnes questions et à vraiment la essayer d'y candidature, en fait, qui répondre. t'apporte de la valeur. C'est hyper intéressant, bah, c'est un bon conseil. Ouais, j'ai l'impression que j'avais déjà vu des choses comme ça, ouais, enfin, autour de ce process de candidature. Il fallait se préparer, que c'était bien même de parler aussi avec d'autres gens qui l'avaient déjà fait éventuellement. Enfin, il y a tout un truc et c'est un bon point de dire, bah, ça peut aider à se structurer, quoi. Et je pense que c'est se dire ça aussi, ça peut permettre aussi un petit peu de dédramatiser l'enjeu. C'est quand même un gros enjeu de dire, ok, on va essayer de faire Y Combinator, mais aussi de dire, bon, si on l'a pas, déjà, ça nous a apporté dans notre réflexion et Et, dans et, l'histoire de la boîte. et rien n'empêche de réessayer. C'est-à-dire Ouais. que dans notre batch, il y avait des personnes qui avaient fait 7 fois la candidature avant d'être pris. Ok. Donc, Je crois que c'est jamais ils aiment perdu. bien d'ailleurs. Ils aiment bien. C'est pas La du tout vu résilience. négativement. Ouais. Et c'est plutôt vu positivement. Puis je pense qu'ils ont enfin, ils traquent tout. C'est tous des Ouais. anciens entrepreneurs et du coup, c'est des malades et je pense qu'ils voient les évolutions des dossiers Ouais, et c'est ouais, intéressant. Ouais. faut pas baisser les bras et il faut Si je continuer. dis pas de conneries, il me semble que c'est les fondateurs de Webflow qui se sont fait recaler au moins 3 fois. Il me semble ils ont été pris la Possible. 4e, quelque chose C'est comme ça. Il me possible. semble qu'il y a un truc. Enfin, ouais, C'est possible. Ouais. des histoires de résilience intéressantes. Super. Est-ce que vous pouvez me dire un peu comment vous travaillez? Pardon. Je m'étouffe un peu. Un peu, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est Ops, et donc savoir un peu vous comment vous fonctionnez. Donc forcément, j'imagine que là-dedans il y a du Dashblog, donc ça forcément ça va m'intéresser, mais peut-être aussi un petit peu les autres outils que vous utilisez pour votre organisation, je sais pas, votre CRM, enfin un petit peu voilà, les Ops, les coulisses de Dashblog. Tu veux commencer, Hugues? Peut-être ça, partie Euh, tech, là. ouais. Du coup, alors on est très orienté produit. Du coup, on va mettre en place, on a pas mal d'outils qui nous permettent en fait de cadrer comment est-ce qu'on organise nos sprints, quels sont les features qu'on va créer en premier. Là, on a découvert un tool qui est pas mal, qui s'appelle Linear, qui permet justement de gérer des tickets et des sprints. Après, sur la partie plus growth, je pense que ça c'est plus Max qui pourra en discuter Mhm. avec les différents outils qu'on utilise. Juste pour savoir, vous êtes combien aujourd'hui? Et aussi combien il y a de devs aussi là-dedans, parce que j'imagine qu'il y a forcément des devs qui travaillent sur le produit. Moi j'aime bien savoir un peu la proportion. Ouais, on est 5 et Ok. on est 4 devs. Ok. Donc Ouais, toi y compris. ouais. Ok. Non, c'est Donc je intéressant parce participe. que du coup, ça montre bien aussi que j'imagine que votre effort de dev va dans le développement du produit et pas dans le développement d'outils internes, ou je sais pas, pour les ops, quoi. Ou peut-être pas d'ailleurs, hein, je sais pas. Enfin, C'est assez proche parce que du coup, nous, comme on utilise notre outil, en fait, on ouais, peut d'accord. à la fois construire le produit et en même temps faire des outils internes. Parce que ça, c'est un des use cases aussi de Dashblog, c'est être capable de créer en fait ses propres outils. C'est-à-dire que c'est logique Ouais, d'automation ouais. et du coup, on a une espèce de back-office qui nous permet de rembourser un client parce qu'on est connecté à Stripe, qui nous permet aussi d'activer ou de bloquer un client sur la plateforme. Et donc, du coup, on a notre petit panel d'administration sur notre plateforme. Et votre panel d'administration, du coup, c'est des actions Dashblock.
Ça va Mais être du des coup, actions DashBlock qui appellent les services qu'on utilise, ouais, Ouais. exactement. tu Ok. l'as peut-être vu en regardant le produit. En fait, quand tu cliques sur un robot, tu as une petite pop-up qui s'ouvre Ouais. et qui va te demander tes paramètres. Et en fait, cette petite pop-up, elle est venue parce qu'on en avait marre d'exécuter des actions soit en ligne de commande, soit en ayant bidouillé dans les Mm. interfaces. Et en gros, on s'est dit, ah, ce serait trop bien si on pouvait rembourser par là, si on pouvait bloquer, si on pouvait faire ci, faire ça. Et en fait, de fil en aiguille, bah, on a aussi tweaké le produit pour un usage qui résonnait entre ce qu'on avait besoin et ce que des clients nous demandaient. Parce que enfin, je pense que Mm. moi, c'est quelque chose qui continue de me surprendre, c'est des boîtes aussi grosses soient-elles pour faire des trucs assez simples comme rembourser des clients. Mais en même temps, ça fait sens parce que plus t'es gros, plus tes actions unitaires, tu vas avoir besoin de les faire à des volumes beaucoup plus élevés. Mm. Et finalement, bah, tu vois, quand t'as un produit qui est donné et que t'as des devs qui travaillent sur le produit, t'as pas envie de prendre un dev pendant quelques jours ou une semaine pour lui faire intégrer l'API Stripe pour faire des remboursements. D'autant plus que après il faut remettre un petit front dessus, etc. Et du coup, là, en 3 blocs, c'est fait, quoi. Tu mets tes paramètres, t'as ta petite pop-up et puis C'est intéressant parce que, enfin, bon, ça va être un peu difficile, il faudrait que les gens testent, mais tu vois, quand j'étais dans l'interface et que donc j'ai vu cette liste de robots existants, quand j'ai cliqué dessus, je m'attendais à ce que ça me le copie, enfin, que ça me le, comme si j'allais pouvoir le modifier, etc., quoi. Enfin, je sais pas, un peu comme quand on lance copine. Et pas que je pourrais utiliser le truc directement, quoi. Ce qui en fait était hyper intéressant, hein. C'est-à-dire que je m'attendais pas à ce que je puisse faire l'action directement. J'ai testé par exemple de récupérer les infos d'une vidéo YouTube. Donc je pensais que ça allait me copier le truc, que j'allais, je sais pas, avoir quelque chose à paramétrer, peut-être mettre ma clé d'API YouTube ou je sais pas. Enfin, je savais pas trop à quoi m'attendre. Et en fait là, bah non. En fait, tout ce qu'on m'a demandé, c'est une vidéo YouTube, quoi. Enfin, et puis après, ça m'a donné des infos, donc je trouvais ça assez intéressant. Et donc maintenant, Ouais, je comprends du coup l'histoire derrière aussi, quoi. ouais, c'est vraiment l'objectif, c'est d'avoir quelque chose qui est simple à l'emploi et du coup qui est personnalisable. Ouais. Et, D'accord. Ah non, c'est intéressant. Non, parce que bah du coup, enfin, souvent quand je parle avec des startups qui utilisent des outils no-code, il y a vraiment cette dissociation. Genre les devs, ils sont focus sur le produit, et puis les ops, enfin, on les embête pas, ils sont focus sur le produit, et puis nous on fait du no-code à côté. Et vous, en fait, bah non, parce qu'en fait vous c'est complètement tout en un, quoi. Enfin, c'est ça, ce que vous allez développer pour vos ops va enrichir aussi le produit. Enfin, c'est assez intéressant. Et est-ce que, je sais pas, vous avez quelques autres exemples de choses que vous faites avec Dashblock? après il y a Ouais. toute la partie outbound qu'on fait avec Dashbox et qui nous prend quasiment pas de temps et qui est quand même assez sympa parce que ça va aller trouver des prospects sur le web, les enrichir, que ce soit eux au niveau personnel ou au niveau des infos sur leur boîte. Et en fait, les qualifier avec les bonnes petites logiques qui vont bien et soit aller les contacter dès maintenant. Et du coup, c'est plus vraiment quelque chose de nouveau, mais avec Dashbox, en fait, tu peux aller avoir une approche un peu omnichannel sur ta grosse, où tu vas envoyer un mail day one, une connection request sur LinkedIn day two, etc. Donc tu vas mélanger socials, email, tu vois, tu vas mélanger un peu tes channels Hmm. et tu vas être un peu plus présent et proactif dans ton contact. Et, Et peut-être bien personnalisé aussi. ça. aussi, Et ouais. quand on enrichit avant, en fait, et t'as vu, tu peux chaîner en fait tous tes blocs. Du coup, tu vas pouvoir rattraper soit des données sur la boîte, soit des données sur la personne, en fonction de différentes sources. Et là, en fonction d'à qui tu parles, les sources, tu les fais varier. Et puis, Et du coup, ça permet d'éviter de spammer la terre entière aussi, puisque du coup, les personnes Hmm. qu'on va contacter sont beaucoup plus targetées, sont beaucoup plus Plus enclins, qualifié, en tout enfin, cas un peu plus qualifiés. Ouais. Donc, il y a un autre use case d'ailleurs pour lequel on utilise la plateforme, c'est qu'on fait de notre monitoring, enfin notre veille concurrentielle avec Dashblock aussi. Donc, on a un ok. robot qui va sur Product Hunt et qui récupère, par exemple, aussi tous les lancements de la veille, le top 3 et qui nous l'envoie sur Slack. Bon, Ok. c'est un petit robot, mais du coup, c'est assez marrant parce qu'on a découvert pas mal de tools grâce à ce robot-là et c'est assez intéressant. Ouais, ah non, c'est intéressant. Ouais. Non, mais en fait, quand on y réfléchit bien, énormément de choses qu'on fait la journée quand même peut s'automatiser. Enfin, tout ce oui. qui est un petit peu routinier et encore plus, j'ai envie de dire, quand on a accès au browser. Finalement, c'est un petit peu ça le nœud. On revient un petit peu à ce truc-là. Enfin, nous, on Mm. utilise énormément Zapier, on a une formation dessus, etc. Mais on voit bien que Zapier, quand même,
dans les actions que tu peux réaliser est aussi limité quelque part. Tu peux souvent faire le truc le plus évident avec l'outil, mais il y a aussi plein de choses que tu peux pas faire et des choses un peu et notamment dans les choses. Enfin bon, déjà ça peut t'éviter pas mal de tâches répétitives, mais il y en a beaucoup qu'on fait dans le navigateur, qu'on fait en tant que nous, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant. Et d'ailleurs, ça me donne l'idée un petit peu de me poser la question justement de qu'est-ce que je fais un peu chaque jour dans le navigateur que j'ai pas encore automatisé. C'est un bon point. Du coup, ça me permettra peut-être de trouver des use cases pour Dashblock. Deux questions peut-être qu'on n'a pas encore abordées. Il y a la question du pricing. Et puis, commençons par là. Je vais pas poser deux questions en même temps comme je fais régulièrement. Si vous voulez expliquer un peu, on l'a un petit peu évoqué. Et moi, j'ai trouvé ça assez intéressant ce que vous proposez. Donc, si vous voulez l'expliquer, je vous laisse. Ouais, on a. En gros, donc le pricing est basé sur une notion de crédit. Et du coup, un crédit pour le navigateur, ça représente une minute d'automatisation. Et l'idée, c'est qu'on a des plans qui rendent le crédit moins cher en fonction du volume de crédit consommé par mois. Donc ça commence à 10 euros, 10 dollars par mois, et ça va jusqu'à. On n'a pas trop de limites, c'est-à-dire que disons qu'après on peut voir, mais du coup c'est 10 euros, 150 dollars, et après ça monte un petit peu plus. Mais ça permet de réaliser déjà énormément de tâches avec les crédits qui sont proposés. Et du coup, on est après sur une formule en pay-as-you-go où du coup, on est vraiment basé sur l'usage et on va pas essayer d'assommer avec un prix annuel flat comme d'autres pourraient le faire. Et pourquoi vous avez choisi justement ce truc le crédit à la minute, quoi, enfin un peu pour expliquer un peu ça. Et comment ça marche si on n'utilise pas le browser, par exemple? C'est pareil. En fait, t'as un peu, tu vois, cette ambivalence dont on parle depuis le début, où tu vas avoir le browser, les API, toute la découverte aussi et la facilité de mettre en œuvre. Et en fait, finalement, ce qui permettait de simplifier le plus, parce qu'il y avait aussi la tendance qui arrivait quand on avait mis les crédits en place, c'était il y a peut-être un an maintenant, où c'est qu'on avait cette ambition en fait de wrapper d'autres services. Et du coup, à partir de ce moment-là, en fait, il fallait une unité de mesure qui était indépendante, soit du browser, soit des API, soit des services, pour pouvoir être un petit peu le juge de paix sur ta consommation, qu'elle soit en fait. Et donc finalement, si tu vas connecter uniquement des API, même si un call API il prend quelques millisecondes, tu vois, si tu veux récupérer toutes les pharmacies de France sur Google Maps, ça va te prendre quelques minutes quand même. Ouais. Et du coup, en fait, l'idée, c'est de marier un peu tous ces usages différents et de les mettre à disposition très simplement derrière les robots qui sont prêts à l'usage sur le store. Et au final, en fait, je pense que la question la plus redondante autour des crédits, c'est un peu comment je fais pour avoir de la visibilité sur ce que ce robot va consommer en crédit. Et c'est quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup et pour lequel on n'a pas encore forcément de réponse. Parce que tu vois, typiquement, encore une fois, si tu veux récupérer toutes les pharmacies de France, nous, a priori, on n'a pas forcément d'idée de la volumétrie et de ce que ça va consommer au niveau de Google et du coup de ce que ça va consommer en termes de crédit sur Dashblock. Mais on va trouver une solution. Ouais, non, mais c'est intéressant, mais je pense que c'est un problème. Bon, la question du pricing, de toute façon, elle est hyper compliquée. J'imagine qu'à YC, vous en parlez beaucoup aussi, ils doivent un peu accompagner là-dessus. Tu vois, moi, c'est vrai que moi, je m'attendais forcément à un truc à la tâche ou alors à l'action, quoi. Enfin, c'est un peu, ça dépend après la granularité, mais. Ouais, mais ça va être le pricing, tu vois, type Zapier. Mais en fait, comme on a cette notion, en fait, d'une tâche, enfin, une action, ça peut être plein de sous-actions. Qui peuvent elles-mêmes d'autres sous-actions. Et du coup, en fait, on peut pas pricer en fait à la tâche. Et du coup, on a Puis j'imagine qu'une tâche, j'imagine qu'une tâche aussi, par exemple, qui se passe dans le navigateur, peut se passer beaucoup plus longtemps. Enfin, si la personne elle a fait plein de trucs dans le navigateur, parce que après, je suppose qu'il y a la question des ressources derrière que ça vous coûte, quoi. Enfin, je suppose, je sais pas après ce que vous voulez dire un peu de comment ça fonctionne en coulisses, mais bon, je pense que c'est quand même des ressources importantes, non, de lancer un navigateur headless, comme on dit, enfin, qui va faire ses actions, tout ça, ça doit être, c'est important, quoi.
Ouais, il y a toute une infrastructure qu'on met à disposition et qui a des coûts chez nous qu'on est obligé en fait de corréler au pricing. Ouais, qui a Et des du coûts coup, autant, non, effectivement, j'imagine. Enfin, du coup, et c'est ouais. autant, ouais, ouais, Mm, complètement. Et du coup, c'est pour ça qu'on a trouvé cette idée en fait de crédit, mais qu'on challenge régulièrement pour voir si c'est vraiment la meilleure. Mais là, pour l'instant, ça a l'air en tout cas de bien marcher. Et puis pour revenir sur les actions, c'était un parti pris qu'on avait pris il y a quelques mois en se disant, finalement, le pricing à l'action, donc ça pourrait être pour nous, tu vois, l'utilisation d'un bloc en particulier, elle est pas forcément porteuse dans le sens où quand tu vas beaucoup exécuter un robot, tu vas essayer d'optimiser le nombre d'actions qu'il effectue, ce qui est pas forcément une bonne chose. Parce Hmm, que parfois, tu vois, tu vas avoir des actions qui vont être juste traduire une string en nombre, par exemple, hmm, qui, bah, effectivement, si tu codes, c'est une ligne de code et bah, pour nous, ça va être un bloc. ouais. Et tu vas avoir tendance à te dire, bah, si je vais jouer ce robot, je sais pas, 1000 fois par mois, bah, je vais la virer parce que en fait, elle va me coûter 1000 actions. Hmm. Et en vrai, est-ce que ça m'apporte? Et en fait, c'est pas un bon réflexe. Ah Ton non, robot, t'as envie qu'il fasse les choses proprement et qu'il te donne un nombre en sortie et pas une string, parce que derrière, si tu le mets dans Spreadsheet, tu vas pas forcément y penser à ce moment-là, mais que tu le réutilises après, soit dans ton CRM ou n'importe où, ça va péter. Tu vas te dire, ah merde, et en fait, t'as essayé d'optimiser un truc que t'aurais pas dû, parce que ouais, finalement, si tu ouais. automatises bien, oublie ton automation et laisse-la travailler. Ouais. Non, non, je trouve ça vachement bien. Ce que je dirais juste, moi j'ai vraiment cette problématique avec Zapier, tu vois, c'est un truc qui m'énerve profondément quand je suis obligé de mettre une étape ou juste pour faire, bah, je sais pas, convertir un texte, mettre des majuscules, je sais pas, n'importe quoi, et que ça va me coûter une action dans mon forfait. Bon, un gros forfait, mais bon, tu vois, c'est un peu un luxe qu'on se donne justement pour être un petit peu dans cet état d'esprit que tu dis, de pas avoir à trop essayer d'optimiser. Après, néanmoins, je pense que c'est un bon réflexe de développeur d'essayer d'optimiser aussi quand même, de pas non plus faire 12 000 étapes qui servent à rien. Mais je trouve ça assez chouette ce que tu dis là parce que c'est un confort, tu vois. Moi, je sais que c'est un confort qu'on a d'avoir un compte Zapier Pro. C'est qu'on fait des flows super longs et on met plein d'étapes, mais voilà, je sais que c'est pas non plus accessible à tout le monde. C'est un reproche entre guillemets qu'on nous fait régulièrement, hein, d'ailleurs, hein, que Zapier c'est cher, etc. Enfin, je travaille pas pour Zapier, donc c'est pas grave, mais enfin, c'est une discussion qu'il y a souvent dans la communauté no code entre Integromat et Zapier, etc. Mais enfin, donc ça, je trouve ça assez chouette cette volonté. Et d'ailleurs, juste pour c'est un petit peu, je sais pas, donc vous connaissez forcément N8N aussi, c'est un petit peu le parti pris qu'ils ont d'ailleurs aussi dans leur offre cloud. Alors N8N c'est un outil beaucoup plus complexe, etc. Justement, il n'y a pas pas très accessible, mais par contre, tu payes à l'exécution. C'est-à-dire que voilà, tu peux avoir 200 étapes dans ton truc, tu payes à l'exécution, et ça, je trouve ça assez chouette aussi. Alors eux, ils ont pas vraiment cette problématique qu'on évoquait là, peut-être des ressources aussi consommées qui varient dans le temps. Et puis peut-être qu'ils font ça aussi parce qu'ils sont obligés aussi un peu de se démarquer des pricing des autres et de forcément quand tu viens après, t'es obligé un peu Mais bon, j'ai trouvé ça, en tout cas, cette notion de pas avoir à compter ces étapes, ça, franchement, je trouve ça hyper agréable, quoi. Ouais, pour ça, on a essayé de, encore une fois, justement, d'essayer de reprendre les principes du code. Et du coup, on paye pas à la ligne de code quand on Ouais, exécute son application. Donc, du coup, on a essayé de recréer un peu ce principe-là. Ouais. ouais. Non, c'est un très bon point et c'est cool. Et je pense qu'il y aura des vraies vertus pédagogiques à utiliser Dashblock, tu vois, pour les gens qui vont pour un peu s'initier à la programmation de manière visuelle et justement de faire ces choses-là. Dernière petite question, un petit peu sur votre roadmap et peut-être un peu qui est lié. Vous en avez déjà un peu parlé, mais comment est-ce que vous impliquez vos utilisateurs aussi dans la définition de la roadmap? Est-ce que vous les impliquez ou non? Enfin, et un petit peu du coup, qu'est-ce qu'il y a à venir pour 2022 chez Dashblock? La roadmap, elle est full user based. En Ouais. vrai, on travaille sur ce que les users ils nous demandent. Et, euh, et ce que tu veux voir sur 2022, Hugo? Ouais, pour 2022, on a surtout prévu des intégrations, être capable d'enrichir. En fait, le principe de Dashbox, c'est de commencer avec des actions qui sont très très bas niveau. Donc, on a commencé avec un va sur telle page et clique ici. Ça, c'était vraiment les premières actions. Et du coup, là, l'objectif de 2022, c'est de remonter en niveau d'abstraction et d'être capable de proposer des actions qui sont non seulement pertinentes sur un service, mais qui sont aussi pertinentes en fait multi-services. C'est-à-dire être capable depuis le store de dire
bah ok, je veux que tous les jours, tu enrichisses les nouvelles leads qui arrivent sur mon CRM en un clic. C'est-à-dire que je Ok. connecte mon CRM, je connecte mon compte LinkedIn ou Clearbit ou mes différents services et j'ai le robot qui travaille pour moi et qui fait ces actions. Du Est-ce coup, que c'est ça peut... vraiment, Pardon. ouais. Non, vas-y, je te laisse finir. Et du coup, c'est vraiment l'objectif. Après, la priorisation des intégrations, ça c'est quelque chose qu'on voit avec nos utilisateurs, puisqu'il y a toujours, on découvre des nouveaux services toutes les semaines parce qu'on a un utilisateur qui va utiliser tel service plutôt que tel autre. Et du coup, là, on est en train d'intégrer ces services-là. Et après, l'objectif, c'est de proposer des actions plus haut niveau avec ces services. Ouais. J'imagine que une bonne part de la roadmap, de toute façon, ça doit être de connecter toujours plus de services, quoi. Et Ouais. est-ce que, par exemple, quand tu parles d'action de haut niveau, est-ce que ça peut vouloir dire, par exemple, avoir une action dans le navigateur qui dit, log-toi, connecte-toi dans le navigateur à ce service, quoi. Enfin, je suppose que ça doit être compliqué, mais est-ce que c'est un peu ça l'idée, quoi, arriver à C'est détecter exact. n'importe où le login mot de passe, enfin, et puis, C'est exactement ça, ouais. On a déjà des actions qui permettent de paginer, donc sur des résultats de ouais, recherche, et on a juste à indiquer en fait le bouton next, et du coup on va avoir le robot qui va paginer sur chacune des pages et qui va effectuer des actions sur les tailles, sur les résultats de recherche. Et du coup effectivement, le fait de se loguer automatiquement, c'est une des actions au niveau qu'on va proposer là prochainement. Ouais. ok, hyper C'est intéressant. c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé de comment ça marche dans les coulisses, mais en fait, en gros, les navigateurs qu'on utilise, c'est nos navigateurs on a un peu pimpé, et notamment Ok, dans tout le processus de pimpage, en fait, on embed du machine learning dans le navigateur pour retrouver des éléments. Alors, soit des éléments de façon spécifique sur des pages, soit des éléments de façon générique sur un ensemble de pages. Et du coup, typiquement, ok, c'est ce dont il parlait pour la pagination, ça peut être pour le login, ça peut être pour des, tu vois, ces actions un petit peu génériques que tu vas faire hmm, de nombreuses pages et qui finalement sont tout le temps les mêmes. Tu as le paiement aussi, typiquement. hmm. Et, Est-ce que, est-ce que ce que tu veux dire, par exemple, c'est que plus vous avez d'utilisateurs qui vont programmer des actions de paiement, par exemple, plus vous allez réussir à détecter, tu vois, comment on remplit un paiement sur un site que vous connaissez pas encore. C'est un peu ça l'idée. On, on a une intelligence artificielle derrière qui est capable de généraliser, c'est-à-dire de comprendre un peu plus au fil du temps les pages web au fur et à mesure que les personnes l'entraînent sur certains sites. Et du coup, on compte effectivement réutiliser cette base de données pour pouvoir en fait automatiquement interagir avec les sites à terme. Ok, Ouais. ok, Et du ouais, coup, super. typiquement, au début, ça peut commencer par un bouton d'authentification, mais ça peut être aussi effectivement être capable de comprendre qu'on est sur un site de e-commerce et qu'on voudrait faire un checkout. Mhm. Être capable de comprendre qu'on est sur un site de banque et qu'on veut récupérer les transactions, par exemple, qui sont en cours. Ça peut être ce type d'interaction Ouais. automatique. Ok, super, ouais, c'est hyper impressionnant. En même temps, ça fait sens parce que autant, moi, je trouve qu'il y a quand même régulièrement beaucoup de bullshit, tu vois, dans tout quand on parle de machine learning, etc. Et en même temps, là, quand vous me dites ça, j'ai tendance à le croire puisque ça paraît logique, puisque de toute façon, vous allez avoir ces données, tu vois, vous allez avoir ces données de manière supervisée, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un les premières fois qui va dire, bah là, c'est une banque et puis je récupère les trucs et donc ça paraît accessible, quoi. Bah, il y a Enfin, voilà. certains use cases pour lesquels c'est beaucoup plus simple que d'autres. Par exemple, si on prend des articles de news, être capable de détecter un titre sur un article, c'est quand même relativement simple. Enfin, d'un site Hmm. à un autre, ils sont relativement similaires. Il y a des use cases pour lesquels c'est un peu plus compliqué, avec des Ouais. structures de pages qui peuvent changer ou des templates. Mais c'est quelque il y chose a- en tout cas vers lequel on tend. Ouais. sur les news, typiquement, ce que dit Hugues, il y a un point aussi, c'est que c'est accessible. C'est-à-dire que tu peux très simplement crawler 1000 pages d'articles de news. Ça, Ouais, pour c'est entraîner moi, le moteur, ouais. aller crawler 1000 comptes en banque, c'est un peu plus Mhm. compliqué. Et du coup, Ouais. là, Ouais, mais t'as c'est là où, tu vois, justement, plus vous allez avoir d'utilisateurs, plus ils vont vous donner accès, entre guillemets, à leur compte en banque, d'une manière ou d'une autre, quoi. Ok, non, bah écoutez, c'est hyper intéressant. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler de tout ça dans un an ou deux et voir comment tout ça a évolué. Euh, où est-ce qu'on peut vous suivre à titre personnel et puis Dashblock, enfin, un petit peu, c'est où les endroits où on vous retrouve? Alors on est sur LinkedIn et sur Twitter aussi. C'est Dashblock HQ, notre, euh, Ok, notre bon, compte à Twitter. je mettrai les liens et pour vous contacter vous. personnel, Si... on est un peu underground tous les deux. Ouais.
Mais de toute façon, on est accessible prénom@dashblog.com s'il y a quoi que ce soit. Enfin, on est toujours accroché aux mails et on fait de gros efforts pour répondre à tous les mails, donc n'hésitez pas. Ok, super. Et puis en 2022, si vous voulez qu'on fasse une démo peut-être plus visuelle, vraiment pour la communauté No Code France, ça serait chouette aussi. On pourra s'en reparler. N'hésitez pas quand vous voulez, parce que voilà, là on a parlé beaucoup et j'espère que les gens se sont fait une bonne idée quand même de ce que vous proposez. Et puis on a surtout pu rentrer dans les coulisses, donc ça c'est super. Mais je pense que c'est quand même comme beaucoup d'outils dans cette gamme, mais c'est très très visuel. Donc voilà, si vous voulez qu'on partage ça sera avec plaisir. Si vous voulez faire aussi un coupon de réduction pour la communauté, c'est aussi possible. On pourra se parler de tout ça. Et puis il faudra faire un channel Dashblog sur le Slack. Enfin voilà. Bon. Parfait. Ça c'est quand vous voulez, en 2022, on s'en reparlera. Merci beaucoup pour votre temps. Et puis bon courage pour tout ça, c'est passionnant. On va suivre ça avec attention. Là. Merci à toi. Merci à toi. Salut. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir sur le Slack de No Code France, channel podcast Contournement. On discute de l'épisode après sa diffusion évidemment. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez testé Dashblock ? Allez voir. Moi franchement, comme vous l'avez compris, je trouve que c'est très intéressant. C'est ambitieux aussi, se placer quelque part entre Zapier et UiPath par exemple, un outil de RPA. Mais voilà, c'est fait en France avec une vision, avec de la passion. Donc on va suivre ça avec attention parce que je pense que ça va être un très beau projet. Et puis moi, je vous dis à très bientôt, comme d'habitude. Entre-temps, si ça vous intéresse de faire un peu d'automatisation avec Zapier, n'hésitez pas à regarder les formations de contournement, finançable, CPF, etc. Et puis, le prochain épisode, qui sort demain si vous écoutez en live, ça sera une interview de notre ami Xavier, membre émérite de l'association No Code France, de la communauté, consultant en système d'information de son état, avec qui on va parler de process et du monde merveilleux de l'informatique dans les grands comptes notamment. Allez, moi je vous dis à bientôt, salut.